Bonjour Jean-Philippe Gilles. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être présent dans le 4e épisode de On a fait quelque chose. On a beaucoup de sujets à aborder, comme on vient de le voir un peu entre nous au préalable. Pour commencer, la question que je pose à l'ensemble de nos invités, c'est d'où vous vient votre goût pour le droit ? Alors en fait, je suis arrivé dans le droit tout à fait par hasard. En tout cas au début. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que ça me correspondait bien. Alors, si je remonte un peu dans mon enfance... On peut remonter jusqu'à... j'avais deux rêves en fait. Okay. Celui d'être architecte spatial et de bâtir des cités dans l'espace. Ok, donc le droit, ça, tout de suite c'est évident. Voilà, tout à fait. Ou d'être diplomate et de voyager. Eh bien, je ne suis pas diplomate et je suis encore moins architecte spatial. Je tairais mes notes en mathématiques. Okay. J'ai plutôt préféré une filière littéraire. Mais en fait, en deuxième année de droit, j'ai découvert la profondeur de cette matière par rapport à l'activité humaine. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'intégrer des entreprises et des fonctions qui m'ont amené à voyager dans le monde entier. J'ai pas compté précisément, mais je dois être pas loin d'une centaine de pays. Ah oui. J'ai eu la chance notamment, lorsque je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, pendant 10 années, d'implanter des structures dans 60 pays. Et finalement, de me frotter à la notion de l'interculturel, me frotter au système juridique, et de m'apercevoir d'ailleurs de la force de l'école française du droit. Ce n'est pas un vain mot, on l'ignore trop. Les Français ont tendance à se regarder eux-mêmes et à toujours être dans l'insatisfaction ou la frustration permanente. Lorsque l'on voyage et lorsque l'on a la chance de travailler en relation avec des systèmes juridiques étrangers, des juristes étrangers, ils ont aussi leurs atouts, bien évidemment. Mais le droit français, qui est un droit très mécaniste, bien articulé, est véritablement un atout. Et les juristes français ont une capacité créative qui est assez intéressante. Donc voilà, je ne me destinais pas au droit, mais finalement, lorsque je m'y suis confronté, cela m'a bien plu et ça m'a permis de vivre une très belle aventure professionnelle. Oui, puis quand on a voyagé dans 60 pays, il peut y avoir des qualités de diplomate qui sont nécessaires, même si on n'est pas diplomate. Oui, alors c'est la question piège lorsqu'on vous demande ce que vous faites dans la vie. Parce que si vous dites « je suis juriste », ça n'évoque pas grand-chose, notamment si vous allez vous exprimer auprès de personnes qui ne le sont pas. Bien sûr. Alors, j'ai malheureusement une expression qui n'est pas très heureuse, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Être juriste d'entreprise, c'est quand même être chef de projet des embêtements. Okay. C'est-à-dire que vous ne savez pas le matin en arrivant au bureau ce qui va vous tomber dessus. Ça peut être stimulant vous allez aussi. devoir faire face et trouver des solutions. Donc, si nous sommes des chercheurs de solutions, ça veut bien dire que nous avons en face des problèmes à résoudre. Et donc, je n'ai pas encore trouvé de meilleure définition. Je vais la positiver. Je veux dire que nous sommes des apporteurs de solutions en entreprise. Voilà. Donc, la diplomatie est absolument nécessaire. Ok, parfait. Ça me semble logique aussi. Ça change du terme business partner, mais au final... on est un peu sur apporteur de solutions, c'est toujours dans le sens de... Oui, c'est une forme de business partner. Le juriste, dans sa formation, mais on aura l'occasion d'y revenir, n'est pas préparé à la relation avec les tiers. Je confirme. Et les relations avec les entrepreneurs. C'est toujours assez amusant lorsque j'ai à former des jeunes collaborateurs et que je leur demande une note. Évidemment, il ne peut pas s'empêcher de venir avec une note de 10 pages avec toutes les citations, les cotations d'articles. C'est tout à fait normal. Et là, je leur réponds, une note pour un opérationnel, c'est pas ça. C'est 1 page et c'est 5 points. Et alors ça, c'est très frustrant pour eux. Mais c'est ça, passer de la théorie à la pratique. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, ce juriste d'entreprise est amené à compléter sa formation initiale de droit par une formation, j'allais dire, qui lui permet d'avoir une double culture. Ok. Moi, je l'ai fait, on en reparlera, mais beaucoup le font de plus en plus. Et c'est important parce que quand vous avez une double culture, eh bien, vous apprenez une forme de relativité qui est très nécessaire pour appréhender les sujets qui vous sont proposés et réfléchir à une solution. Voilà. Donc, le droit, c'est une formation, j'allais dire, fondamentale, de base, pour exercer le métier, mais ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut une curiosité,
Et il faut être capable de parler la langue du marketing, la langue de la finance, la langue des RH. Ouais. Le juriste d'entreprise, il a 2 postures en entreprise. Soit c'est un expert qui jargonne et il va voir ses clients passer devant sa porte. Soit c'est quelqu'un qui va au-devant de ses interlocuteurs et il vit avec eux. Il apporte des solutions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je suis passionné par ce métier. D'accord. Parce que c'est un métier où vous êtes au cœur de l'entreprise, donc vous participez à l'aventure. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vraiment, on a l'impression que c'est le cœur de l'entreprise, en fait, le juriste d'entreprise. Non, c'est une fonction support. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, c'est une fonction support. Mais ce qui est très intéressant, c'est que développer le droit dans l'entreprise, c'est en soi un challenge. Et donc, un juriste d'entreprise, c'est aussi, j'ai l'habitude d'utiliser ce terme, c'est aussi un intrapreneur. Okay, c'est quelqu'un qui va développer la fonction juridique dans l'entreprise pour aider l'entreprise à avancer en prenant les bons risques. On oublie toujours une chose fondamentale, c'est que l'entreprise, par essence, c'est un lieu où il faut être capable de prendre des risques. Si on n'a pas cette fibre de la prise de risque, on ne peut pas être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se projeter dans un nouveau pays, se projeter dans un nouveau métier, se projeter avec de nouveaux produits. Et donc, il y a forcément une part de risque. Bien sûr. Si vous n'avez pas le goût du risque, surtout passez votre chemin, n'allez pas en entreprise. Du coup, le juriste d'entreprise, lui, il a un sacré challenge. Ouais. Parce qu'évidemment, le juriste est là pour éviter les risques. Mais s'il est là pour dire non, 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 toujours non, ça finit par ne pas être très constructif. Donc il faut pouvoir dire non, pas de cette façon, mais oui, de cette manière. D'où l'apporteur de solution. D'où l'apporteur de solution. Et d'où aussi cette question de savoir évaluer les risques. Et prendre aussi les risques avec les personnes qui composent l'entreprise. Voilà. Donc nous ne sommes pas des censeurs, nous sommes aux côtés des entrepreneurs pour aller avec eux dans cette aventure. Et effectivement, en leur apportant cette vision du droit. C'est ça, ouais. Vous êtes censé, les juristes d'entreprise sont censés éviter les risques inconsidérés dans un environnement où, par essence, il faut prendre des risques. Donc... Oui, ou alors utiliser le droit comme un instrument de conquête aussi. Okay. Et ça, c'est ce qui nous distingue d'autres pays. Et de ce point de vue-là, la France a encore un progrès à faire, parce que vous avez des pays où le chef d'entreprise ne conçoit pas de se déplacer sans son juriste. C'est typiquement le cas aux États-Unis. D'accord, ouais. En France, il n'y a pas encore tout à fait cette habitude. Elle viendra parce que de plus en plus, les écoles de management et les écoles de commerce intègrent des cursus juridiques et que les chefs d'entreprise qui ont bien perçu qu'ils pouvaient utiliser le droit de manière, conquérante, constructive, opérante, et non pas simplement dans la prévention, eh bien, sont des entreprises et des chefs d'entreprise qui marquent des points. Ouais, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de juristes ou de directeurs juridiques au comité de direction, ou au COMEX, ou dans les conseils d'administration. Ça s'explique aussi parce que les juristes sont typiquement des personnes dont la formation les amène à avoir un esprit d'écoute et de synthèse. Et qu'on se rend compte de plus en plus qu'un manager de qualité, c'est souvent quelqu'un qui sait davantage écouter et synthétiser du complexe plutôt que d'affirmer un point de vue solitaire sans prendre le temps de consulter. Donc les juristes font des très bons managers. Ils peuvent faire de très bons managers, comme d'autres d'ailleurs, mais en tout cas, il ne faut pas qu'ils s'interdisent d'aspirer à l'être. J'ai l'impression que on est de plus en plus dans une situation où les juristes d'entreprise, justement, ont vocation, essayent et ils s'intéressent à ça. Oui, en fait... legal design dont on parle, design, si c'est français, legal design, ça fait partie de cette stratégie de vulgariser un peu le droit, entre guillemets, pour que tous les opérationnels et toutes les personnes au sein de l'entreprise puissent comprendre les enjeux juridiques d'une façon simple et donc comprendre pourquoi, parfois on dit pas non, mais oui, mais... Oui, et puis le droit, en fait, il y a de la complexité et de la technicité, mais il y a aussi le bon sens. Parce que les principes du droit, notamment dans le droit français, sont des repères qui, s'ils sont bien connus,
vous permettent de naviguer sans trop de difficultés. Raison pour laquelle on peut avoir des petites astuces quand on veut initier les commerciaux au droit de la concurrence, afin d'éviter qu'ils ne commettent quelques faux pas. Certaines directions juridiques n'ont pas hésité à éditer sur un format de carte de crédit les 5 recommandations, les 5 commandements du bon commercial en droit de la concurrence. Il y a plein de façons de faire, mais vous touchez là du doigt quelque chose de très important. C'est que le juriste d'entreprise ne doit pas jargonner. C'est un expert, mais il doit être capable de rendre intelligible et facile l'utilisation du droit dans l'entreprise. Donc, quelque part, c'est aussi un médiateur. D'où l'importance de pouvoir écouter. Parce qu'effectivement, il faut comprendre quelle est la culture d'un commercial ou la culture d'un industriel. Sinon, on n'aura pas le bon vecteur pour convaincre et pour faire de la pédagogie. Dire le droit en entreprise, c'est vulgariser le droit en entreprise. Ok. Voilà. Et puis si vraiment le jargon manque aux juristes d'entreprise, ils pourront parler entre eux leur jargon, je présume. Ils ont des endroits où ils peuvent se retrouver et parler entre eux, oui, tout à fait. Il y a des associations pour ça. On va parler de... Magnifique transition, mais on va parler de la FJE, vu que vous êtes le président de la FJE. Donc vous êtes rentré à la FJE en 98. Oui, parce qu'à l'époque, alors ça ne me rajeunit pas, cher Pierre. Non, en fait, en 98, je commençais mon métier. Ok. Et je ne savais pas trop quel était ce métier. Et donc, je cherchais le moyen de ne pas être solitaire dans l'exercice de mon métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert la FJE. Et j'ai rencontré des personnes passionnantes qui m'ont ouvert sur le métier, qui m'ont fait comprendre les enjeux du métier, parce que c'est pas le tout d'exercer son métier au jour le jour, il faut être capable de se projeter, ça donne du sens. La quête de sens, c'est fondamental quand on exerce un métier. On est médecin parce qu'on soigne les gens, on est juriste d'entreprise parce que... 3 petits points. Donc moi, j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait derrière ces trois petits points, cette interrogation. Ok, 3 petits points, ça va, c'est pas trop... Voilà, donc la FJE a été une découverte. Ok. Et puis, de fil en aiguille, à côté de mes obligations professionnelles, je me suis engagé bénévolement. Donc, j'ai gravi tous les échelons. Ça va faire bientôt 30 ans que je côtoie cette association. C'était une expérience étonnante et formatrice parce qu'en fait, l'association était en train de se développer. Ok, alors ça va être un des sujets justement. Déjà, est-ce que pour faire un petit rappel, est-ce qu'on peut rappeler de ce qu'est la FJE et quelles sont ses missions ? Bien sûr. La FJE, c'est l'Association française des juristes d'entreprise. C'est aujourd'hui l'association de référence. Il existe aussi d'autres associations extrêmement importantes, mais c'est l'association la plus représentative. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle réunit plus de 7000 membres. Donc sur une population de 20 000 juristes d'entreprise, c'est quand même une belle quote-part. Oui, bien sûr. Ouais. Ensuite, parce que c'est la seule association de juristes d'entreprise implantée partout sur le territoire. Okay. Nous avons 19 délégations régionales et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler la capillarité de notre représentation parce que le but du jeu, c'est la proximité. C'est que les juristes ne soient pas seuls face à leurs problématiques. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je travaille dans une grande entreprise avec des services spécialisés. Mais le juriste généraliste d'une entreprise, lui, parfois, il est bien en peine de pouvoir traiter tout. Et le fait d'avoir ses pairs à ses côtés, ça lui permet quand même d'aller plus vite, d'être meilleur. Et de se sentir porté par une profession en réalité. Donc c'est la seule association, encore une fois, qui a une représentation nationale. Et c'est une association qui est capable de traiter de formation. C'est une association qui est certifiée Calliope. Okay. Donc nous délivrons plus de 3000 heures de formation par an. Donc on a une capacité... Dans les meilleures années, on a formé jusqu'à 9000 personnes. Ah oui. Donc c'est important. Il y a de la formation présentielle, il y a de la formation distancielle, il y a de la formation payante, il y a de la formation gratuite pour les membres. C'est donc une belle machine. C'est aussi un organe représentatif du métier. Les débats que nous avons eus dernièrement ont quand même abouti à ce que le garde des Sceaux lui-même reconnaisse que les juristes d'entreprise, bien qu'au service d'intérêt privé, faisaient partie de la famille des juristes parce que nous avions à
disséminer en entreprise des programmes de conformité, des normes voulues par le législateur, et que donc, bien que servant des intérêts privés, nous étions aussi dans cet environnement de l'état de droit, et que nous avions un rôle à tenir, et que la chancellerie était désormais aussi notre maison. Donc ça, c'est important, c'est un rôle fondamental de la FJE. Et puis, les juristes d'entreprise ont des parcours très variés. Ce sont des juristes à la base, mais ils peuvent venir de différents pays, ils peuvent avoir des doubles diplômes. Le profil des juristes d'entreprise est un profil assez élevé, on pourra en parler plus en détail si vous le souhaitez. Mais ce qui est important, c'est de voir que à travers cette richesse des parcours, la FJE a une ADN qui est celle de la diversité. Dans l'association, vous allez trouver le directeur juridique du CAC 40 et le juriste solo d'une PME. Du coup, vous allez trouver des juristes experts et vous allez trouver des managers juridiques. Vous avez toute la palette des juristes d'entreprise. Et cette diversité nous a amené aussi à nous ouvrir aux autres. Et la FJE a toujours eu cette volonté de travailler dans un écosystème juridique, dans un esprit de filière, raison pour laquelle nous avons développé un certain nombre de manifestations ou de formations qui intègrent les autres professions. J'en citerai deux. Le Grenelle du droit, c'est un grand moment où nous abordons les grandes thématiques d'avenir de la filière avec tous les métiers du droit. Être simplement entre juristes d'entreprise n'a pas de sens. Avec les avocats, avec les notaires, avec les magistrats, avec les greffiers, les huissiers, les professeurs d'université, les étudiants aussi, c'est très important. Très important, ouais. Et puis, on a mis en place aussi une formation, par exemple, qui s'appelle MAGE, magistrat, avocat, juriste d'entreprise, où pendant une session de formation, session une année, nous en sommes à la 5e ou 6e promotion, eh bien, ces professionnels sur des thématiques spécifiques croisent leurs regards. Et c'est là que nous mesurons la richesse des différents métiers et leur complémentarité. Nous avons conscience qu'il y a un gros défi démographique à relever, qui est celui de la compétition entre les métiers. Les métiers du droit sont en compétition avec d'autres métiers. Si je vais voir les jeunes, comme on dit, et que je leur dis, alors tu veux être développeur de jeux vidéo ou magistrat, je ne sais pas ce qu'il va choisir. Peut-être a-t-il la vocation de devenir magistrat, mais il va peut-être être assez tenté quand même d'être développeur de jeux vidéo. Donc, face à la nécessité d'avoir des magistrats, d'avoir des avocats, d'avoir des juristes d'entreprise et d'avoir du personnel dans tous les métiers du droit, ce qui est très important pour une démocratie, et ce qui est d'autant plus important que notre monde est en train d'évoluer et que nous allons vers des mondes de la régulation de plus en plus avec les nouvelles technologies et la transition climatique, il est capital que nous ayons la capacité à développer une attractivité des métiers du droit. Et nous savons que les jeunes générations ont envie d'expérience. Donc un jour, ils voudront être avocats, le lendemain, ils voudront être magistrats et peut-être juristes d'entreprise. Donc à nous de relever ensemble, entre métiers, ce défi des passerelles, du tronc commun, parce qu'il en va de l'attractivité globale de notre filière. Et d'où l'idée du Grenelle. Et les juristes d'entreprise là-dessus sont très, très ouverts. Nous n'avons pas de prétention particulière, nous sommes simplement des passionnés de la solution et du travail en intelligence collective. En entreprise, vous ne travaillez jamais seul. Vous êtes tantôt dans une équipe de recherche, vous êtes tantôt dans une équipe industrielle ou une équipe marketing, mais le juriste d'entreprise, il travaille toujours en équipe. Bien sûr, ok. Donc oui, c'est un véritable rôle d'attractivité. Donc voilà, le rôle de la FJE, c'est formation, représentation et développement filière. Ok, très intéressant. Et du coup, alors, vous avez eu beaucoup de rôles, vous, dans la FJE. On ne va pas tous les lister. Non. On peut en lister quelques-uns, c'est comme vous voulez. Après, on a encore un peu de temps. Non, je crois moi je dirais simplement que c'est une aventure extraordinaire parce que ça m'a permis finalement d'exercer des métiers différents. Je suis juriste. Lorsque j'étais trésorier, ça m'a permis de toucher la finance de manière concrète. Lorsque j'ai été chargé de la stratégie, ça m'a permis de travailler aussi à ces aspects-là de développement. Non plus là d'intrapreneur, mais d'entrepreneur véritablement. Pour le coup, voilà. Et puis, je me suis occupé aussi du développement des régions. J'ai eu cette chance aussi importante de travailler à Paris, à l'international,
mais aussi en région, puisque je suis basé actuellement en région, ce qui m'a permis de mieux comprendre aussi le métier de juriste d'entreprise exercé en région. Il y a des spécificités, Bien sûr. de même qu'il y en a d'autres à Paris. Et puis voilà, aujourd'hui j'occupe cette fonction, ce mandat de président. Voilà. C'est, comme disent les anglo-saxons, une forme d'achievement. Donc je ne gâcherai pas mon plaisir, mais voilà, je vais pas tarder à avoir accompli la boucle. Est-ce que c'est un mandat de combien de temps du coup Alors nous avons un modèle assez adapté. Okay. La durée du mandat du président est à durée indéterminée chez nous. C'est vrai. Mais je rappelle qu'en droit, indéterminé ne veut pas dire illimité. C'est une notion importante à rappeler. Voilà. Mais ok, d'accord, c'est à durée indéterminée. Oui, parce que nous sommes des bénévoles. Oui, bien sûr, oui. Et que donc rien ne serait pire qu'il n'y ait pas de transition douce. Donc on travaille sur un système de cooptation. Et vous apportez des solutions. Et nous apportons des solutions. Mais voilà, je tiens à rassurer tout le monde. Je ne prétends pas faire un mandat à durée illimitée. Parfait. Je sais très bien qu'on ait ça entre nous. Et donc, moi, c'est plutôt une question sur votre quotidien. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être président de la FJE ? Enfin, à quoi ressemble une de vos journées en tant que président de la FJE, même si on est parti du principe que la journée d'un juriste d'entreprise, dans tous les cas, elle se ressemble pas souvent une fois qu'il arrive en entreprise. Mais alors, en fait, je suis un jongleur. Ok. Pour la raison suivante, c'est qu'avant tout, j'ai un métier. Bah oui. Voilà. Et que ma fonction est bénévole. Donc, être président de la FJE aujourd'hui, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'organisation, et l'acceptation de passer une partie de son temps personnel sur le sujet. Donc il faut être passionné, parce que c'est passionnant, au demeurant, mais c'est aussi la raison pour laquelle le mandat ne peut pas être exercé de manière trop longue, parce que on finirait par s'essouffler, et plus avoir le plaisir et la flamme qui permettent de se mobiliser en permanence. Raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté pour que nous agissions en collégialité. Nous avons un bureau qui est paritaire depuis que je suis président, avec un certain nombre de vice-présidents, et nous nous répartissons le travail, de façon à ce que notre métier qui nous nourrit reste notre priorité. Bien sûr. Et puis parce qu'on peut être attrait dans des sujets qui nécessitent qu'on soit complètement disponible pour nos entreprises. Pour autant, la FJE ne peut pas s'arrêter. Donc on sait travailler en relais et en équipe. Maintenant, il faut savoir déléguer. La FJE, c'est aussi une équipe émérite de collaborateurs qui savent bien fonctionner avec des présidents bénévoles. Donc voilà, c'est très prenant, mais en jonglant, on y arrive. Mais il faut jongler. Voilà, parce que, il faut jongler, il y a de l'intelligence collective. Il n'y a jamais une journée qui ne soit pas dédiée à la profession et un peu à la FJE. C'est toujours un mix produit. Ok, ouais. Je vois. Très bien, mais donc oui, il y a cette notion d'intelligence collective, de diversité, qui à vos yeux me semble très importante. Enfin, en tout cas, ça revient depuis le début de notre échange, la diversité des points de vue. Et donc oui, il y a énormément de bénévoles, et ça peut être important pour faire tourner une machine telle que la FJE. Enfin, c'est même nécessaire. Oui, la FJE aujourd'hui, si on prend ce que je vais appeler les cadres de la FJE, je n'aime pas ce terme parce que nous sommes des bénévoles, bien évidemment, mais ça permet d'expliquer un petit peu de quoi on parle. Donc les responsables des régions, les membres de leur bureau, les responsables des commissions, les experts qui s'impliquent dans les commissions, le conseil d'administration. Quand on met tout ça ensemble, ça représente pas loin de 300 personnes. Oui, donc j'ai une équipe de 300 personnes à animer. Voilà. Avec un métier à côté, comme vous le disiez. Avec un métier à côté. Mais encore une fois, je me souviens d'une question redoutable lorsque j'avais dû passer mes entretiens de sélection dans un MBA. On m'a demandé qu'est-ce qui est plus difficile, gérer une équipe de 5 personnes ou gérer 500 personnes. Et je me souviens avoir répondu, vous savez, dès que nous sommes 2 dans une relation professionnelle, ça demande beaucoup d'implication. Et si vous savez déjà gérer 2 personnes, après, vous pouvez en gérer 500 si vous savez déléguer. Ah ouais, ok, super. Là, c'est là où votre esprit de synthèse et d'écoute sont nécessaires et appréciés, je le présume. Je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, on m'a renouvelé la confiance assez régulièrement depuis 30 ans. J'ai eu la chance de passer par des étapes de formation qui m'ont bien amené à considérer l'humain
Et vous m'avez posé la question tout à l'heure sur mon expérience dans l'armée. Bien sûr. Que j'avais effectuée à titre de mon service national. Hein, je ne me suis pas engagé. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer la Légion étrangère, de faire mon service au sein de cette unité. Et c'est le cas, je pense, de toutes les unités de l'armée, mais c'est particulièrement vrai dans cette unité-là. L'humain, l'engagement, le respect, prendre sur soi, mais aussi recevoir des autres. Ça a été un excellent complément de formation. Okay. L'université de droit ne vous forme pas à ça. Et pourtant, quand vous êtes manager, vous êtes avant tout des managers de collaborateurs. Bien sûr, c'est des êtres humains avant toute chose. Ce sont des êtres humains avant toute chose. Et quand vous êtes au sein d'une association, c'est la même chose. Donc si vous intégrez cette dimension humaine, finalement, ça devient assez facile. Parce qu'en fait, vous suscitez l'engagement des autres. Et à partir du moment où le collectif fonctionne, vous gagnez du temps. Ouais. Vous gagnez du temps. Mais on se dit souvent que prendre le temps d'être avec les gens, de les écouter, c'est un peu une forme de gabegie temporelle. En réalité, pas du tout. C'est un gain de temps. C'est un investissement. C'est aussi comme ça qu'un leader est censé se comporter à mes yeux. Ah, c'est vous qui le dites. Non, mais dans le sens où il faut... le leadership, à mes yeux, vient de l'intérêt de l'humain, de l'intérêt qu'on a dans ces collaborateurs qui sont des humains. Et donc, vous êtes en train de nous dire que être un meilleur humain, ça fait de vous un meilleur juriste. Ce qui est, on dirait du Jean-Jacques Goldman quand je le dis, mais... Je ne me permettrai pas de chanter parce que le temps est déjà maussade, mais l'extérieur. Mais donc, l'humain, de toute façon, l'humain est au cœur des entreprises. Bien sûr. Et être manager, c'est forcément se préoccuper de ses équipes avant tout. La plus grande fierté, je crois, que l'on peut éprouver lorsqu'on est manager, c'est d'avoir assuré une transition ou une élévation de ses collaborateurs. Si on a fait ça, on peut dire, comme disent les Anglais, I made my day. Ok. Très bien, c'est intéressant que vous parliez d'intelligence humaine, pour le coup, parce vous me voyez venir sans doute, mais on va parler d'intelligence artificielle. Je vais vous demander votre avis sur tous les sujets chauds de l'actualité du droit. L'intelligence artificielle en fait pleinement partie. Vous m'avez dit un peu avant l'interview qu'il y avait 2 sujets pour vous avec l'intelligence artificielle, enfin en tout cas 2 blocs. Oui. C'est 2 parties, avec 2 sous-parties, on reste des juristes. Donc vous, quelles sont vos attentes, vos ressentis? À votre avis, à quel point ça va impacter la pratique des juristes d'entreprise? Vous avez eu des retours des juristes d'entreprise également, donc je sais que quand je vous dis vous, je parle de vous et vous parlez en votre voix, mais il y a parfois quelques juristes d'entreprise... C'est un vous collectif. ...qui peuvent se sentir représentés par votre voix. Donc, alors, je vais vous livrer une anecdote. Parfait, j'adore les anecdotes. Nous avions proposé une formation à nos membres au prompt. C'est la technique d'utilisation de l'IA. Comment parler le jargon de l'intelligence artificielle? Nous avions dimensionné la formation de manière assez humble à 40 places. Et nous avons eu un afflux de demandes pour 300 places. Ah oui. Donc ça marque l'intérêt des juristes d'entreprise pour ce sujet. Il se dit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Le pire comme le meilleur. Je crois que définitivement, il faut le considérer comme un outil. Et finalement, pour les juristes d'entreprise, il y a 2 enjeux. Il y a un premier enjeu qui est d'être un juriste IA, voilà, un juriste augmenté, appelez-le comme vous le souhaitez, savoir utiliser l'IA. Bien sûr. Je suis persuadé qu'il y aura toujours des juristes avec l'IA. Qu'en revanche, des juristes qui ne sauront pas maîtriser l'IA risquent d'être un petit peu déclassés. Mais à partir du moment où on maîtrise l'IA, c'est un outil. Ensuite, il y a l'impact de l'IA sur l'entreprise, et notamment dans un univers où les actifs sont de plus en plus immatériels, eh bien, il y a là plein de problématiques qui vont émerger en propriété intellectuelle, mais pas seulement. On le voit déjà. Pour beaucoup de sujets. Et donc là, c'est comment, moi, juriste, je vais protéger l'entreprise, ou je vais gérer le risque lié à l'IA pour l'entreprise dans sa dimension juridique. Donc, finalement, il faut qu'on se forme à 2 sujets. D'abord, l'outil, et puis ses impacts
sur l'activité de l'entreprise et sur la notion de risque juridique. Ça, c'est une autre idée de formation pour la FGE. Voilà, aussi, mais c'est surtout une idée de... Comment dire ? C'est surtout la nécessité de réfléchir ensemble à tout Bien cela, sûr, parce ok. que ce n'est pas si facile à appréhender que cela. Il y a des exemples évidents qui arrivent, enfin, qui se produisent déjà. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une équipe marketing qui, pour aller plus vite, va bâtir sa campagne sur un produit en utilisant l'IA et ne pas vérifier que, par exemple, les images utilisées ou dans les algorithmes les données utilisées sont libres ou pas de droit, et auquel cas, au moment de lancer la campagne publicitaire, vous pourriez avoir quelques surprises juridiques. Mais il y a beaucoup d'autres problématiques, y compris dans la recherche, dans la technologie. Lorsque vous faites on peut imaginer des aéronefs, des véhicules ou tout objet On revient sur technologique, si vous allez entraîner votre intelligence artificielle qui est nécessaire pour cet objet Bien sûr. à partir de data qui ne sont pas libres, tant que vous êtes en recherche, ça va. Dès que vous êtes en recherche développement, vous êtes déjà plus, entre guillemets, dans les clous si ça n'est pas libre. Donc, comme il y a des phénomènes d'accélération très fortes dans ces domaines, c'est vrai qu'il y a un petit décalage au niveau du risque. Mais là encore, les juristes d'entreprise, je le rappelle, sont nés des besoins de l'entreprise. C'est la seule profession du droit qui n'est pas née de la loi. D'accord ? Nous sommes nés des besoins d'entreprise, et donc nous avons cette plasticité qui est liée à l'évolution de l'entreprise et de ses enjeux. Donc l'IA n'est ni plus ni moins qu'un nouvel enjeu de l'entreprise. Donc le juriste d'entreprise, la juriste d'entreprise, sont des professionnels qui vont s'adapter. Bien sûr. Je suis assez confiant en réalité. Donc si j'avais un message adressé aux juristes d'entreprise, je leur dirais surtout ne pas s'inquiéter. Venez aux formations de prompt. Venez aux formations de prompt de la FGE et venez réfléchir au sein de la FGE, mais pas seulement au sein de la FGE. Il faut réfléchir notamment. C'est un des sujets du Grenelle du droit, typiquement. Bien sûr. Là, il faut que toutes les professions soient parce impliquées. On peut imaginer assez naturellement qu'une direction juridique utilise les services de plusieurs cabinets d'avocats. Bien sûr. Donc vont forcément passer des données qui leur sont propres à ces cabinets d'avocats, lesquels vont utiliser des outils d'IA. Bon, eh bien, que ce soit le cabinet A, B, C, je voudrais quand même savoir si l'IA qu'ils utilisent correspond ou respecte des normes qui sont à peu près les mêmes. Parce que je ne vais pas prendre le risque de divulguer mes données, les données en libre accès. Donc on a un sujet quand même de définition, de normes, d'usage, et ça, on ne peut pas le faire dans notre coin, juste entre juristes d'entreprise. Il faut que nous discutions avec les avocats, il faut que nous discutions avec les magistrats, avec ça sort même du cadre franco-français, là, on est sur de la réglementation européenne. Il y a un sujet européen, et d'ailleurs... le DML, DSA, l'IA Act... Alors, la FGE assure la présidence de l'association européenne des juristes d'entreprise. Ok. D'ailleurs, la FGE est au sein de la galaxie des associations européennes, l'une des plus puissantes. D'accord. Très bien. Un autre sujet d'actualité après l'IA, la compliance. La compliance. Qu'est-ce que vous pensez, à votre avis, comment va évoluer ce sujet dans les années à venir ? Je sais qu'il y a eu une création à la Cour d'appel de la Chambre 5-12 pour juger seulement de certaines affaires qui étaient avec beaucoup d'enjeux climatiques souvent. Cette création de chambre avait été faite parce que justement les juges avaient estimé qu'il fallait plusieurs compétences transverses pour être capable de juger de telles affaires. Donc on se retrouve un peu là dans les juristes d'entreprise, mais c'est pas des juristes d'entreprise. Il y a un pont qui se fait avec les magistrats, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Oui. Et il y a le TJ aussi qui vient de créer une chambre, la 34e chambre, il y a un mois quasiment jour pour jour, le 2 septembre. qui s'appelle la Chambre de la régulation sociale, économique et environnementale. Donc, on voit qu'il y a de l'émergence de nouvelles chambres en France, où on a été en avance sur le devoir de vigilance quand même, avec en 2017 la loi du devoir de vigilance. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre point de vue et le point de vue des juristes d'entreprise? Alors, la conformité, c'est un mouvement qui est lié à des mouvements de fond. Encore une fois, on va avoir dans les années à venir, même les décennies à venir, 2 défis monumentaux. Toujours 2 parties. Non, mais c'est pas 2 parties, c'est qu'il y a vraiment 2 défis monumentaux. D'accord. Le premier, c'est la transition climatique. Bien sûr. Voilà. On peut être sceptique ou pas, c'est une réalité. Elle s'impose, on le voit dans nos industries, tous les jours. C'est un mouvement qu'on ne peut pas ignorer. Et puis, l'IA. Et tout ce qui va autour, c'est-à-dire, toutes les nouvelles technologies de l'information. Bien sûr.
Ces deux domaines vont faire monter en flèche les régulations de la loi, donc ce qu'on appelle la hard law, mais vont faire monter en flèche aussi tout ce qu'on appelle le droit mou, ou la soft law, c'est-à-dire les régulations internes, ou les régulations de place. Alors, la conséquence de cela, c'est qu'il va y avoir besoin de plus en plus de juristes, tant au niveau des magistrats, mais aussi au niveau, en amont, j'allais dire, au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on va s'apercevoir assez rapidement, c'est déjà le cas, mais la tendance ne va que s'accentuer, que le métier de juriste d'entreprise est en train d'évoluer. Du juriste conseil, j'allais dire cousin de l'avocat, qui négociait des contrats, qui rédigeait des contrats, qui gérait des contentieux, qui exerçait finalement un métier classique du droit, bien sûr, est en train de découvrir qu'il devient une forme de régulateur interne. C'est-à-dire que sa mission aujourd'hui, de plus en plus, c'est de dire le droit dans l'entreprise pour éviter que les risques n'apparaissent, pour guider l'entreprise vers ces nouvelles régulations. C'est un changement de paradigme. Donc, comme tout changement de paradigme, ça n'est pas simple, ça prend du temps. Il y a des décalages, c'est forcé. Et puis, il y a aussi des révélations de situations qui ne sont pas forcément conformes. Et c'est tout l'enjeu du jeu des entreprises, c'est comment fait-il pour le révéler, pour pouvoir en parler. Je vous renvoie en cela aux excellents articles de Marine Frison-Roche, qui explique bien qu'on ne peut pas traiter de la conformité si on n'est pas capable de regarder la situation en face. Parce qu'il faut pouvoir... La conformité, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, voilà, je mets en place des réglementations, je fais une analyse, je fais un mapping de mes risques, je fais un mapping de ma situation, et je mets en place des systèmes de remédiation. Donc, quelque part, il doit y avoir un point zéro. Votre point zéro, il peut très bien être en deçà des normes. Bien sûr. Parce que ces normes sont exigeantes, de plus en plus exigeantes, donc forcément, quelque part, elles sont en décalage avec la réalité de l'entreprise. C'est aussi le but de faire cet état des lieux pour justement... Mais précisément, soit on veut élever le niveau de jeu global, mais il faut être capable de l'accompagner, sinon ça va être sanction à tous les étages. Et ça va décourager, forcément. Donc là, il y a tout un travail à faire, et encore une fois, la FJE, là-dessus, intervient beaucoup pour faire comprendre, tant en entreprise qu'en dehors de l'entreprise, qu'on est dans ce moment très particulier de changement de paradigme. Je rappelle les définitions du Code civil. Jusqu'à présent, dans un temps pas si lointain, l'entreprise n'avait qu'un seul objectif, faire du profit ou générer des économies. Avec la loi Pacte, on arrive maintenant à d'autres concepts, la société à mission, la raison d'être, et puis on va encore plus loin dans les régulations. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons ? Nous observons des transferts régaliens, des transferts de fonctions régaliennes au sein de l'entreprise. Quand on nous demande de mettre en place un programme anticorruption, ne faisons-nous pas quelque part un petit peu le travail qui pourrait être dévolu en principe ou aux magistrats ou au service de police ? C'est d'ailleurs souvent la première réflexion que nous font nos opérationnels quand on leur explique cela. Ils disent, mais on n'est pas magistrat, on n'est pas policier. C'est pas mon sujet d'aller détecter les faits de corruption. Bien sûr. Et comment on leur explique pourtant, que ça... ces délégations, finalement, voulues par le législateur de prérogatives régaliennes dans l'entreprise, elles viennent bousculer l'entreprise. Parce que ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas dans sa culture. Bien sûr. Donc là, les jeux et entreprises, on se voit, confier ce rôle, parce que ce sont ceux qui sont détenteurs du savoir-faire juridique dans l'entreprise. Donc ça vient naturellement chez eux. Alors évidemment, après, il y a des organisations différentes. Vous pouvez avoir des directions juridiques distinctes des directions de la conformité. Mais vous avez beaucoup de juristes qui sont aussi des compliance officers. Ouais. C'est mon cas. D'accord. La conformité m'est rattachée dans une direction juridique corporate. Okay. Alors, ça évoluera dans le temps, parce qu'il y a des questions de maturité, et il y a des moments où vous avez un service de conformité qui est suffisamment implanté, qui est suffisamment mature pour que vous puissiez le détacher, parce que vous avez en plus toutes ces questions de qui conseille qui instruit. Donc il y a des moments où vous êtes obligé d'opérer des divisions. Et c'est là que le dialogue avec les autres métiers du droit, et notamment les magistrats, est absolument primordial. C'est fondamental, effectivement. Or, nous vivons encore une époque où ça évolue, mais
Parfois, les jeunes entreprises ont un peu l'impression d'être perçus par certains magistrats comme des complices ou presque, je dirais, des délinquants, ce qui est un peu particulier. Ça risque de changer dans les années. Ça change parce que nous rencontrons davantage et parce que nous prenons bien conscience de la complémentarité. Encore une fois, si les jeunes entreprises sont dans une posture de pouvoir faire leur rôle de prévention, ce sera moins de contentieux pour la magistrature, les magistrats et pour les autorités. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment d'harmonie, si je puis dire. Il faut encore travailler pour l'atteindre. Mais il est clair que c'est en train de bouger. Et comment on arrive à cette harmonie entre les professions ? En se rencontrant, en discutant. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et puis surtout en prenant de la hauteur. Donc toujours relativiser. Non, pas relativiser, mais prendre de la hauteur. Quel est l'enjeu ? Ah oui, ok. Quel est l'enjeu du droit dans le pays ? Le juge des entreprises, il exerce le droit d'une certaine manière, dans un certain environnement. Le magistrat, idem. L'avocat, idem. Et ainsi de suite. Mais globalement, quand on prend la big picture, comme on dit, si on prend du recul, qu'est-ce que l'on constate ? Nous constatons que nous avons 2 enjeux majeurs qui s'imposent à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle la magistrature est en train de s'organiser avec des chambres spécialisées pour traiter ces sujets. De même, les juristes sont en train de s'organiser pour pouvoir traiter ces sujets. De même, les avocats pour accompagner. Ce sont de toute façon des tendances de fond qui vont nous amener à faire évoluer nos métiers. Et ils vont sans doute nous amener à converger beaucoup plus. Parce qu'encore une fois, on ne pourra pas traiter tous ces enjeux exclusivement sous l'angle de la magistrature ou sous l'angle du jury des entreprises. Quand vous prenez le RGPD, par exemple, on imagine peu le travail énorme de régulation qui est fait au niveau des entreprises sur ces sujets-là. Avec en plus, je le rappelle, une responsabilité pénale personnelle des DPO. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien de lui donner cette responsabilité, de lui conférer cette responsabilité, mais quels sont les outils qui lui permettent d'exercer cette fonction qu'on lui impose. Et c'est là qu'on voit bien que quelque part le DPO, il est un peu lâché. Je ne vais pas dire qu'il est une sorte d'auxiliaire de justice, mais il est quand même là pour dire dans l'entreprise quelle est la limite droite et quelle est la limite gauche. Ouais, bien sûr. Donc c'est une fonction de régulation. Et donc la régulation, elle est plus seulement externe. Non, bien sûr, elle est aussi dans l'entreprise interne. maintenant. Et donc quelle est la connexion entre la régulation externe et la régulation interne ? C'est un sujet passionnant et fondamental. Bien sûr. Parce qu'il permettra à la fois à l'entreprise de mieux gérer ses risques et d'éviter de s'inquiéter de ce qui risque de lui arriver. Et ça permettra aussi un meilleur respect de la règle de droit et donc un moindre accaparement des instances externes. D'accord, c'est fascinant. Mais donc oui, en responsabilisant les entreprises, forcément on responsabilise les juristes d'entreprise, mais quels moyens on met dans la main de ces juristes ? Il y a un moyen qui est fondamental et on y revient toujours, et c'est un sujet sur lequel la FGE s'est investie depuis plus de 30 ans, c'est effectivement la reconnaissance de la confidentialité de nos écrits. Encore une fois, dans un état de droit, le médecin doit pouvoir dire à son patient ce qu'il a sans être obligé de le révéler à l'extérieur. C'est un élément de réassurance fondamental pour le patient. En entreprise, le juriste doit être capable de dire aux gens quel est leur risque sans que ce risque se retourne contre eux. Bien sûr. Voilà. Et donc là, il faut quitter cette posture qui est de dire la confidentialité va servir à couvrir l'innommable. Non, au contraire, ça permet de dire ce qu'il en est, de faire un point zéro et donc ensuite de remédier. Donc ça, c'est fondamental. Si on ne le fait pas, on restera dans l'obscurité, dans le non-dit. C'est un peu ça, en fait. Et ça, c'est certainement pas la meilleure façon de faire évoluer et progresser la situation. Très bien. Ok, alors je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'actualité que vous voyez aborder, qui vous semblent fondamentaux Non, les sujets les plus fondamentaux sont ceux que nous avons mentionnés. C'est la transition climatique et l'intelligence artificielle. Ouais. Mais du coup, il y a quand même certains règlements. Je sais que par exemple, Meta et Apple ont annulé le lancement de leur intelligence artificielle générative parce qu'ils trouvent le RGPD trop contraignant pour la mettre en place
en Europe. Donc, il y a peut-être des solutions en Europe qui existent déjà un peu, je sais pas. Mais voilà, ok. Alors ça, vous abordez dites-moi. un sujet, mais qui n'est pas lié forcément simplement au droit dans l'entreprise. Ah oui, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que dans la compétition mondiale, on a la Chine qui est le producteur mondial. Ouais, okay. On a les États-Unis qui détiennent les nouvelles technologies. Et l'Europe qui, elle, pour l'instant, malheureusement, n'a qu'une seule arme, entre guillemets, dans la compétition mondiale, c'est l'arme de la régulation. Bien sûr. Parce que c'est un marché qui intéresse tous les autres. Bien sûr. Mais qui, du coup, émet des normes pour finalement créer un référent mondial. Et il est clair que la législation en matière de protection des données personnelles, la plus avancée, est la législation européenne. Mais c'est la plus exigeante. Mais l'Europe a au cœur l'humain, et donc part de l'idée que le corps est hors commerce, et que l'intimité de la vie privée est fondamentale. L'Europe est un vieux continent qui a vécu des épisodes tragiques et où on sait très bien ce qui peut arriver lorsque l'on a les données personnelles des gens. Et donc l'Europe, fort de ce passé-là, peut permettre, sur le plan mondial, de porter quelque chose qui est absolument fondamental. Alors évidemment, quand on est de l'autre côté de l'Atlantique et que la religion c'est le dollar, c'est sûr que c'est considéré comme un frein. Ça, mais l'Europe, de ce point de vue-là, a sans doute un rôle de normalisation internationale à jouer. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a un rôle de diplomatie juridique aussi. Oui, tout à fait. Si l'influence par le droit, moi j'y crois. Ouais, moi aussi, du coup. Mais... la France, encore une fois, on revient un petit peu au début de la discussion. L'école du droit français, l'école française du droit, je dirais. L'école française du droit est une école exigeante et mécaniste. Et effectivement, elle est tout à fait à même de rayonner. Simplement, et c'est toute notre histoire, la France a parfois un peu de mal à se projeter de manière pragmatique, contrairement à nos concurrents anglo-saxons. Et pour avoir vécu beaucoup dans les années... j'ai vécu dans les années 2000, ce qu'on pourrait appeler la conquête de l'Est. Ouais. Fin des années 90, début des années 2000. Et c'était très intéressant de voir à quel point les cabinets d'avocats anglo-saxons étaient présents partout pour être les conseillers des gouvernements, pour mettre en place la nouvelle législation fiscale, la nouvelle législation commerciale. Alors que les cabinets français les notaires français étaient bien implantés dans certains territoires. Ce sont eux qui ont mis en place des cadastres, par exemple. Et les cabinets français faisaient beaucoup d'efforts, mais étaient moins nombreux. Et surtout, il n'y avait pas encore, contrairement maintenant, aujourd'hui, la chancellerie a une vision qui n'est pas simplement de gérer les ressources de la justice au sein du pays, mais aussi de se dire quelle est l'influence de notre pays à travers les outils juridiques. Et là, je crois que les juristes d'entreprise, dans le dialogue que nous pouvons entretenir avec la chancellerie, peuvent apporter quelque chose. Parce qu'effectivement, nous sommes aux avant-postes du droit dans l'entreprise, et comme nos entreprises sont souvent très internationalisées, nous sommes aux avant-postes du droit dans le monde. Donc nous avons un regard et nous avons des informations et des savoir-faire qui peuvent intéresser la chancellerie dans cette logique du rayonnement de notre pays à travers l'influence du droit. L'influence par le droit et l'attractivité par le droit. D'accord. Et les juristes d'entreprise sont... Même si on est en train de vivre une époque où l'influence par le droit semble le céder à l'influence par les armes, mais en tout cas, je reste positif. C'est très bien, on va garder ce message positif plutôt. Moi, ce qui me marque vraiment encore à chaque fois, c'est votre credo d'avoir ce besoin d'avoir plusieurs points de vue, d'être centré sur l'humain, d'avoir une ouverture à différentes cultures. Ça va m'amener à vous poser la question de la nécessité pour les juristes de développer des compétences transverses. Oui. Vous me voyez venir, on va arriver justement... vous avez parlé de la Légion étrangère un peu en expliquant en quoi ça a fait de vous un meilleur juriste, en tout cas. Il y a vous faisiez partie de la première promotion de l'exécutive MBA du CELSA. Donc, CELSA, pardon. Oui, Sorbonne CELSA. CELSA. Et vous vouliez donc... si vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est, cette...
Alors, les exécutifs MBA, de manière générale, sont en fait des MBA, donc des formations pluridisciplinaires qui vous permettent de comprendre l'entreprise. D'accord. Et exécutif parce que vous le faites en parallèle de votre exercice professionnel. Ok, Voilà. vous Donc, aimez bien c'est travailler, ça. Jean-Philippe Gilles, du coup. Oui, c'est sans doute. Et moi, je ressentais ce besoin, justement, de ne pas parler que la langue du droit. Okay. Mais ça Donc, vous venait d'où, ce besoin? Enfin, c'est de la curiosité et de l'ouverture. Ouais. Et puis, je suis curieux. Et j'aime apprendre, donc je suis allé à la rencontre de profils différents. C'est très intéressant cette promo parce que l'idée c'était d'avoir toutes les fonctions de l'entreprise représentées et des domaines d'activité très différents. Donc ça allait de l'entreprise de luxe aux hôpitaux de Paris, en passant par la fonction financière, marketing. Et donc c'était des promotions très, très ouvertes, très variées. Et donc très intéressantes, puisque en plus vous travaillez toujours en groupe. Vous ne choisissez pas vos groupes. C'est très intéressant de voir que pour arriver à un même résultat, il peut y avoir des cheminements très très variés. Ouais. Donc c'est un bon exercice. En plus, on a rarement la possibilité d'avoir, je dirais, un miroir tendu qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Donc c'était aussi une belle expérience de ce côté-là. Pourquoi faut-il s'ouvrir ? En tout cas, pourquoi c'est la recommandation que je fais aux juristes, parce que nous gérons du complexe. En fait, il n'y a pas de dossier difficile, mais il n'y a que des dossiers complexes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit simplement de savoir assembler les bonnes connaissances, les bons savoir-faire, les bonnes personnes pour essayer de résoudre la difficulté. Et pour cela, il faut éviter d'être sous l'emprise d'une seule matière ou d'un seul mode de pensée. Donc, une des façons d'éviter ce travers et de cultiver cette ouverture, eh bien, c'est d'aller regarder autre chose, d'aller étudier autre chose. Alors, ça peut être un executive MBA, mais ça peut être autre chose. Ça peut être de la finance, ça peut être même, à la limite, faire du théâtre ou nourrir une passion, ou pourquoi pas même faire un diplôme en sciences. Bien sûr, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort et surtout sortir de l'unicité de son point de vue lié à sa formation d'origine. C'est surtout ça, c'est de se dire... Mais ça revient à ça, ceci dit. Oui, mais c'est pas juste pour en sortir, c'est avec... l'idée de revenir dans sa zone de confort avec un regard plus... Oui, en fait, c'est en tout cas éviter l'unicité du point de vue. Bien sûr. De ce point de vue-là, quand vous avez la chance de voyager beaucoup, il y a toujours ce petit moment que vous éprouvez qui consiste à se rendre compte que vous n'avez pas bien lu vos fiches et que vous avez fait une gaffe en vous adressant à la personne. Bon, mais c'est très simple parce que ça permet, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Et que surtout, on arrive à voir la différence des points de vue. On peut être un très bon juriste, mais aborder une solution qui ne fonctionne pas dans une dimension interculturelle. Et la dimension interculturelle, elle n'est pas simplement liée à la nationalité. Le simple fait d'être un juriste et d'aller parler à des industriels, c'est déjà un changement. C'est déjà un changement interculturel. Ce sont deux cultures qui se parlent. Donc le polytechnicien en charge d'unités de production de haute technologie, il a sa façon de penser. Le juriste qui va venir le voir pour discuter avec lui de la façon dont on va traiter des contrats, qu'on va traiter ses débouchés, s'il n'a pas appréhendé ce qu'est l'univers industriel, il aura des difficultés. Bien sûr. Donc et encore une fois, on ne peut pas tout savoir, mais si on a déjà un état d'esprit qui est celui d'observer, d'être ouvert, de comprendre assez rapidement, d'être synthétique, ça aide. Et ça, voilà, quelle que soit la formation, encore une fois, je ne suis pas là pour faire la promotion d'une formation particulière, mais quelle que soit la formation, j'encourage les juristes d'entreprise à ne pas se cantonner qu'à leur matière. Alors après, il y a ce qu'on appelle les soft skills, ce qui est encore autre chose, enfin ça rejoint. Comment on apprend les soft skills engagez-vous à la Légion. Non, c'est pas ça.
aujourd'hui, les juristes d'entreprise sont beaucoup confrontés à la communication. Bien sûr. Donc, que ce soit la communication interne ou la communication externe ou la communication de crise. Donc, ça prend. La communication interne, ça peut être le legal design, Ouais. vous l'avez mentionné. La communication externe, c'est encore autre chose. Il faut être capable de travailler avec les services de communication. La synthèse juridique n'est pas la synthèse communicationnelle. C'est pas le même exercice. C'est pas le Donc même exercice. il faut savoir parler la langue d'autres. C'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi mon MBA au CELSA, D'accord. parce que le CELSA est quand même une des grandes écoles de la communication en France. Et donc passer derrière la caméra et devant la caméra, Ouais, pour savoir rester devant que les ça caméras. dure quelques secondes et qu'il faut bien prononcer le bon mot avant que la caméra ne change, sinon on ne vous écoute pas. Là, c'est assez facile. Aujourd'hui, la caméra est fixe. Mais c'est tout un exercice. Bien de sûr. même que de choisir un thème et vous savez que le journaliste va vous emmener vers son thème et que vous voulez revenir vers votre thème central, mais que vous n'allez pas pouvoir employer des mots qui vous ramènent trop directement au thème central parce que Ok. sinon c'est trop brutal dans la discussion. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc Ça là, s'apprend depuis tout pas à à la l'heure, fac de vous- droit. Ouais, mais non, Et non, donc clairement. il faut aller l'apprendre. Ok. Donc les soft skills, c'est important, ça ne fait pas tout, mais c'est un complément indispensable. C'est indispensable Et- pour Ouais. le juriste. Et il y a beaucoup de formations en soft skills proposées à la Les FGE. vieux, C'est une demande des juristes. Ils ont tout à fait conscience Conscience, de cette nécessité. ils ont confiance en la vieux et conscience qu'il y a cette Voilà. nécessité. Ils auront donc davantage confiance en eux. Non, mais d'accord, il y a un vrai. Enfin, les juristes d'entreprise se rendent compte de ce besoin-là et il y a beaucoup de formations de la FGE sur les soft skills. D'accord, j'irai regarder ça, ça m'intéresse énormément. Donc, vous disiez répondre à un journaliste. Alors, je ne me considère pas journaliste, j'ai pas de carte de presse. Hein. Ça peut être aussi une manière de. Est-ce que depuis tout à l'heure, vous faites ça avec moi ou Ah non, je Non. n'ai pas du tout le sentiment de manipuler qui que ce soit. Ok, superbe. Alors, je voulais juste m'en assurer quand même. J'espère que vous aussi. Oula, non, ouais, j'écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de confiance. Très bien, donc ouais, il y a cette volonté de toujours apprendre de par les autres métiers, mais il y a également les autres métiers qui ont à apprendre des juristes d'entreprise. Hein, ça, on part du constat évident de cela. Oui, alors là, en l'occurrence, je n'ai pas de prétention. C'est quelque chose qui chemine Et tranquillement. il Mais se passe. nous constatons que les autres métiers apprécient aussi l'échange avec nous. C'est ça. Donc, Ok. ça doit aller effectivement dans le bon sens. C'était ça le fond de ma question. C'était à quel point ces échanges-là sont bien reçus. Non, et ça fonctionne très bien. Nous avons J'avais pas trop de notamment doute. mis en place une fois en région, c'était à Dijon, Ok. un exercice croisé avec les avocats, les magistrats, les étudiants et les juristes sur des cas pratiques anticorruption. Ok. Donc les équipes étaient mixtes et le jury était mixte également. Et c'était très intéressant parce qu'évidemment, le magistrat, il est attaché à la qualification des faits. Le juge d'entreprise est toujours pressé, donc lui, il est attaché à la synthèse. L'avocat, c'est effectivement l'argument qui permet La faille, hein, qu'il faut aller- d'emporter la décision. Et c'est très intéressant de voir ce croisement de regards et se rendre compte que il y a de l'intelligence partout. D'ailleurs, ça s'est terminé assez tard, de manière très conviviale. Donc ça veut dire que nous avions plaisir à être tous ensemble. Ok, super. Très bien, donc ouais, c'est cette nécessité d'intelligence collective et de regarder vers le même endroit, mais avec des regards différents, si je peux me Ouais. permettre une formulation telle que celle-ci. Très bien, alors on aura bientôt terminé sur l'ensemble des questions. Il y avait une question sur vos plus grandes réussites, vous personnelles ou professionnelles, ce que vous voulez bien aborder. Enfin, Moi, je suis très fier de mes enfants. C'est la vrai plus belle réussite. Voilà. très bien, bah, c'est- Après ma réussite professionnelle, je crois que tout est toujours très relatif en la matière. Ce qui est certain, c'est que tant dans mon exercice professionnel que bénévole, j'ai la chance de côtoyer des personnes de grande qualité qui m'ont toujours amené à me dépasser. Donc ça, c'est un grand plaisir. Mais ma plus grande fierté, oui, C'est vos enfants. mes enfants. Ouais, mais J'ai une pensée pour eux. Comment? J'ai une pensée pour eux trois. D'accord, trois. Je ne savais pas combien vous en aviez, mais très bien. Donc vous vous nourrissez de cette collectivité, en fait. Enfin, après, bon, je me doute que si vous êtes président de la FGE, c'est qu'à un moment, l'aspect collectif de la chose doit vous plaire. Mais j'ai l'impression que oui, vous vous nourrissez vraiment de ce caractère. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens qui m'avaient appris des choses. Mhm. Et je crois que quand vous recevez, vous avez la chance de recevoir beaucoup. À un moment donné, ça devient assez naturel de vous De dire que vous devez aussi transmettre, transmettre et donner à votre tour. Et cela même vous enrichit derrière. Ça, en fait. C'est revolving, comme on dit. Donc On apprend c'est d'une plutôt ça. personne
Donc ensuite, on a envie d'apprendre à une autre personne, mais on apprend de cette même personne. Et ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est sans fin, c'est ça qui est bien. C'est intéressant. Très bien. Alors moi, j'aime toujours bien terminer par une petite question littéraire. Je sais que vous avez fait Hippocagne. Si vous aviez un livre à nous conseiller, ou une série de livres à nous conseiller, enfin, quel livre a changé votre vie ou est en train de changer votre vie? C'est peut-être un peu gros, changer votre vie, hein, vous avez compris l'idée. Non, je vais pas. Je vais simplement parler de ma lecture actuelle. C'est une bonne idée. Voilà, et donc je suis en train de lire, de découvrir. Je m'étais promis de le lire un jour et je n'ai pas eu le temps. Je suis en train de lire les 7 piliers de la sagesse de Thomas Edward Lawrence. Donc je ne sais pas si ça me rendra plus philosophe, mais en tout cas c'est une belle aventure humaine complexe. Ça doit être assez. Et mais c'est pas difficile. C'est ma lecture du moment. D'accord, complet. Donc les 7 piliers de la sagesse. Donc les juristes d'entreprise, les avocats, les magistrats, les notaires, les huissiers. Ah, vous pouvez définir les piliers que vous voulez, ou alors les piliers de la conformité, l'anticorruption, le RGPD. Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, nous verrons si ça contribue à rendre plus sage. Ok. Je ne sais pas si vous voyez d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. Que vous souhaiteriez aborder. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie de m'avoir permis de parler de ce métier qui est passionnant et de ce beau collectif qui est la FJE au service de cette profession. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup.